Bonjour à tous les passionnés d'automobile et bienvenue dans le pilote de Carpressium, l'émission dans laquelle nous vous présentons notre prochain catalogue de vente. Alors pour commencer, pour ce premier pilote, je vais vous présenter Carpressium. Carpressium, c'est un site de vente aux enchères automobile de collection, sur lequel nous proposons chaque mois une vente thématique réunissant peu de lots. Mais des lots sélectionnés selon des critères bien spécifiques. Des automobiles rares, parfois exclusives, de tout type et de tout prix, mais présentant toutes un intérêt certain pour les collectionneurs et les amateurs. Alors, chacune de ces voitures sont expertisées. Les spécialistes mécaniciens se déplacent et rédigent des rapports que vous pouvez retrouver dans la fiche descriptive de chacun de ces lots. Et ces ventes se déroulent en live et sont animées par un commissaire-priseur, maître Alexandre Milon. Donc, pour notre prochaine vente qui aura lieu le 8 novembre, on vous attend sur Carpressium où vous trouverez une plateforme dédiée pour suivre la vente ou enchérir et suivre la vente en vidéo. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord, qui n'est pas un invité, mais qui est le fondateur du Parking.fr et le cofondateur de Carpressium, Fabrice Fournier. Et qui anime aussi les ventes. J'étais à deux doigts de me lever, hein, tu m'as pas cité, mais bon, c'est pas grave. Je suis confus, mais vous retrouverez en effet Fabrice à chacune de nos ventes. Et à ma gauche, François Bouet, qu'on remercie pour sa présence. Merci d'être venu au pied levé. Après. En effet, je crois, je me méfie de ce que vous allez dire, mais on est quand même heureux de vous avoir ce soir. Donc vous êtes le cofondateur de Road Story, vous êtes le cofondateur, excuse-moi François, on va commencer tout de suite avec le tutoiement. Tu es le cofondateur également de Podcast Moteur, mais je pense que tu es le mieux placé pour nous en parler un petit peu. Ouais, je vais faire court, mais oui, Road Story, il y a des gens qui connaissent, c'est de l'actualité et des histoires et beaucoup d'anecdotes sur l'automobile. Et surtout, je suis là aussi pour faire la promotion, j'assume de faire la promotion on a lancé beaucoup de podcasts et c'est Podcast Moteur. Et donc il y a 14 podcasts qui sont dédiés à l'automobile, aux deux roues, au camping-car. Donc je vais citer parce que c'est des camarades, parce que c'est nous et des camarades. Donc c'est le podcast de Rétropassion Automobile, de Be My Guest, de l'Afterlap pour la Formule 1 et le rallye. C'est quelque chose sur Dakar d'antan pour les Dakar de l'époque de Thierry Sabine. C'est le Nouvel Automobiliste pour l'actualité de l'automobile moderne. C'est Love for Wheels où on parle de petites voitures et la cohérence entre les petites voitures et les voitures à l'échelle 1, Motoradio et bien sûr Road Story. Donc voilà, nous on parle de roues, de moteurs, de passion, et on fait beaucoup de podcasts, donc allez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, je ferai plus de promotion après, je parlerai plus que de voitures. Voilà. Juste pour dire, c'est vraiment, tout le monde sait que je suis relativement passionné, c'est génial parce qu'on en apprend beaucoup même quand on est passionné, et il y a vraiment des anecdotes croustillantes et on se laisse bercer. Je trouve que le podcast est un super média qui commence à vraiment en prendre et je vous encourage vraiment à les écouter. Voilà. Merci. Vous l'aurez compris, on est entouré de deux passionnés d'automobile et ce soir on va... On a un timing quand même parce que sinon... Non, écoutez, sentez-vous libre de parler autant de temps que vous voulez et au pire, je vous arrêterai un petit peu. Si on arrêtera quand il n'y aura plus de bande. Ah non, c'est du digital maintenant. On va parler ce soir de Youngtimers, la thématique de notre prochaine vente. Donc, les Youngtimers, un vaste sujet, on va essayer de comprendre ce que c'est et un petit peu décortiquer notre catalogue. C'est parti. Fabrice, Guillaume, je crois que les Youngtimers, cet anglicisme, d'où vient-il? Que signifie-t-il? Disons-nous un petit peu plus. En fait, on peut en dire beaucoup, mais il n'y a pas de définition officielle. Il n'y a rien qui, à l'échelle européenne, du coup, définit quelque chose de précis. Donc, on peut y aller. On peut chacun avoir notre sauce. C'est un peu comme les sauces napolitaines. Chacun peut avoir sa recette. D'ailleurs, je pense qu'on le verra peut-être au cours de napolitaine. Belle accroche. On pourra la voir au cours de cette émission. Beaucoup de gens peuvent considérer que certaines voitures sont des Youngtimers, d'autres non. Bon bref, finalement, on peut y mettre beaucoup de choses. Globalement, il y a quand même certaines notions qui sont connues. C'est un phénomène qui est apparu il y a une quinzaine d'années. C'est une sorte, moi je dirais que c'est une sorte de label pour donner un statut à une voiture qui n'est plus d'occasion, donc qui n'est pas dépréciée et qui n'est pas encore de collection. Donc c'est pour donner une sorte d'appétence à un produit. Pour pas considérer qu'il n'est que d'occasion. Donc des voitures qui sont de 80 à 2000, 70 à 90, bon bref, on verra qu'on peut tourner ça. Tout ce qui est, il y a des gens qui aiment bien, j'aime bien cette notion, tout ce qui est devenu plastique comparativement au pare-choc en chrome, tout, voilà, on considère que ça peut être aussi un point de pivot.
ce qui est admis aussi, mais tu peux m'arrêter François, c'est que le tuning, tout ce qui est vraiment très largement modifié, refait, tombe un petit peu moins sous ce label de Youngtimer. On garde cette notion d'originalité, d'authenticité, de voiture qui à un moment ou à un autre nous ont fait rêver, nous ont fait envie, et on a envie de retrouver ça. C'est un peu notre Madeleine de Proust. Tu es né un petit peu après François et moi, donc tu as pas la même Madeleine que nous, mais voilà, on peut chacun retrouver ces choses-là, et faut qu'elles aient une notion d'originalité, une envie de collection, en tout cas une envie d'appartenance. On peut le voir, certaines voitures n'ont pas du tout envie de collectionner, et le même modèle dans une version différente, dans une finition, dans une motorisation, peut lui tomber sous ce coup des Youngtimer. Donc j'ai tout dit et rien dit, donc c'est très large, et ça permet à chacun de s'y retrouver. Surtout rien, c'est encore assez flou pour moi. Hein. D'accord, très bien. Tu comprends rien, mais on va approfondir. Moi, je vais faire une phrase, je vais dire toutes les voitures qui sont pas chiantes. C'est-à-dire qu'on a envie de garder, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'utiliser au quotidien ou un peu plus loisir. Et c'est un peu le retour mais pour des gens qui ont pas, des fois, soit qui l'ont vécu, qui ont envie de retrouver cette voiture-là s'ils n'ont pas pu l'acheter, c'est ce que tu as dit, mais aussi sur des gens qui sont plus jeunes, qui vont acheter une petite Civic, parce que les modernes, c'est super chiant, c'est déprimant, ça coûte super cher, et ça permet de se faire plaisir. Le Youngtimer, pour moi, c'est une voiture où on se fait plaisir à toutes les échelles de prix, et qui donne beaucoup pour le prix que ça vaut. Voilà. Oui. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça que pour moi ma définition, mais je pense qu'il y en a 50, mais il y a vraiment un concept de plaisir pour moi. Pour bien comprendre, nos équipes ont préparé un petit reportage. Alex, balance le magnéto. Youngtimer, mais d'où vient ce mot? De l'anglais qui se traduit en français jeune minuteur? Pas exactement en fait. Le terme Youngtimer est plus certainement né en Hollande, ou plutôt en Allemagne. On ne sait pas vraiment en fait, mais en tout cas, grosso modo, il est né par ici. Et peu importe son lieu de naissance, parce qu'on l'emploie de manière populaire ici, ou encore ici. Ah non, pardon, justement ici, on n'emploie pas cet anglicisme. Logique. Tout ça pour dire que c'est pas vraiment une question de géographie, mais une question d'idée. Un Youngtimer, c'est l'inverse d'un oldtimer. On définit donc un Youngtimer selon sa période de production. On peut dire qu'elle s'étend de là à là. En fait, on peut aussi dire qu'on rentre dans l'ère des Youngtimers quand on passe de ça à ça. Bon, mon explication est peut-être un peu floue. Et pour cause, peut-on s'en tenir à une définition purement historique? No. Youngtimer avec un grand Y, celui de la génération Y. Celui de la génération qui a vu rouler ces voitures de grande production dans leur jeunesse. En fait, un Youngtimer c'est ça. C'est une auto qui nous a fait rêver. C'est propre à chacun. La première bagnole pour faire les 400 coups, celle qu'on n'a pas pu se payer, celle qu'on a adoré conduire ou qu'on regrette de ne jamais avoir conduite, celle qu'on n'aurait jamais dû revendre. Celle qu'on regardait sur l'aire de pique-nique en descendant au Cap d'Agde un jour de juillet au bord de la route du Soleil en mangeant un sandwich aux œufs durs et en pensant à la petite Magali qui nous a embrassé la première fois l'été dernier et qui sera peut-être de retour dans le bagalon de l'emplacement 13 cette année encore. Un Youngtimer, c'est cette voiture qui parle à notre cœur d'enfant et qui aujourd'hui devient un collector. Merci pour ce petit reportage qui nous éclaire un petit peu sur la notion de Youngtimers. François, donc t'es pas là pour rien. Je crois que tu as un attachement aux Youngtimers. Raconte-nous un petit peu d'où ça te vient, cet amour du Youngtimer, cette passion de l'automobile. Je pense que j'ai un attachement à l'automobile et puis le Youngtimer, ça correspond à l'époque où j'ai eu le permis, où j'ai pu commencer à en avoir. Alors j'ai acheté des trucs plus vieux et puis j'ai acheté des voitures d'occasion, des poubelles. Enfin, j'ai beaucoup roulé au-dessus de mes moyens. Et donc, par rapport aux véhicules, on reviendra plus spécifiquement sur les voitures. Il y a des petites anecdotes, des petites choses qui me sont revenues d'avant. Et donc il y a une Mini Cooper de 90, 91, 92 qui est là, donc c'est l'ancienne caisse. Et j'ai eu ça, j'ai acheté ça, c'est ma première voiture un peu chère que j'ai dû acheter ça 25 000 francs à l'époque. Et j'adorais parce que j'emmenais mes potes quand j'étais en école de commerce et on prenait les ronds-points et je faisais, voilà, ceux qui connaissent la Mini, le volant est un peu vertical comme ça et donc je passais tout droit, ça faisait que 60 chevaux, c'était pas un avion de chasse et je me faisais énormément plaisir et c'est mes premières vibrations de fan et donc je faisais du Youngtimer avant parce qu'à l'époque c'était une voiture d'occasion et puis c'est devenu une Youngtimer, ça vaut une fortune mais voilà, donc vous faites la conversion, ça valait en occasion 25 000 francs, donc 4 000 euros et maintenant ça en vaut 8, 10, 12 en fonction de l'état du truc. Et d'ailleurs, si je t'arrête 2 secondes, tu disais tout à l'heure qu'il y a un intérêt. Est-ce que du coup tu aurais peut-être, je sais pas si tu en as une ou si tu aurais envie d'en racheter une, et si oui, est-ce que tu
tu continuerais à vouloir racheter celle-là, ou est-ce que tu aurais envie d'acheter la nouvelle, puisque la Mini, l'avantage c'est qu'elle a été fabriquée de 59, elle s'est arrêtée en 2000, et puis en 2002, BM a repris la chose. Et voilà. Alors, si on commence à parler de mes caisses, j'ai fait le calcul, je dois être à 170, donc ça va être compliqué. Mais j'avais racheté une 1000, on parlera pourquoi il y avait des 1000, etc. Et j'ai racheté une Cooper S moderne que j'ai adorée avec le compresseur qui m'a fait rêver. Donc quand on aime Mini, on aime Mini. Et on retrouve la saveur dans les modernes de ce qu'il y avait. C'est complètement différent. Mais il y a ce petit touche. Tu parles Cooper S, t'as pas pris la One diesel? J'ai eu un Clubman diesel aussi. Ah, ok. Qui n'était pas si désagréable parce que j'adore le Clubman. Le premier, non, le moderne. Oui, mais pas le tout nouveau. L'ancien avec les portes qui s'ouvraient comme ça. Ah bah oui. Ouais, et en 2 portes. Et en hot chocolate avec l'intérieur hot chocolate. Ah bah magnifique. Pardon. Très bien. Pardon. De quoi je peux parler? Il y a une Clio V6 et j'ai une petite anecdote. Là, c'est une phase 1 qu'on a dans la vente et c'est dans une phase 2. J'avais commencé ma vie de journaliste et j'avais emprunté chez Renault une Clio V6 phase 2. Je vais au parc près, je la prends, je l'utilise, je fais attention parce que je me dis je veux pas la casser, etc. Bon, je savais un peu près conduire, mais c'est une voiture un peu compliquée, donc je fais très attention. Et je sais pas pourquoi, avant de ramener la voiture au parc près, je dois m'arrêter chez Carrefour. Je fais un peu de publicité, il faudra m'envoyer un chèque. Et donc, mais pour pas qu'elle soit abîmée, je vais au bout du parking, je me gare, et il y a un petit trottoir au bout, j'avance tout doucement, et j'effleure le trottoir, et j'entends crac. Donc je descends, je vais voir le pare-choc fendu en deux au milieu. La tuile. Je ramène la voiture au parc presse en me disant bon, c'est pas grave, mais c'est extrêmement désagréable. Et je commence à me confondre en disant j'ai vraiment pas. Et là, il y a mon interlocuteur qui se roule par terre en rigolant. Il dit mais t'inquiète pas, ça fait 6 fois qu'il est cassé. On n'a pas la pièce de rechange, donc on remet de la fibre, on repeint, ça tient par la peinture. Donc tu l'effleures, ça pète. Je dis mais pourquoi tu m'as pas dit ça? Donc voilà, donc ça c'est mon expérience de la Clio V6. Donc pour ça, j'ai pas une affectivité énorme vis-à-vis de la Clio V6. C'est très personnel. Et quoi de vous raconter d'autre? J'en ai encore 2, oui. Allez rapidement. Le TT. À l'époque, j'avais déjà des copains qui travaillaient dans l'automobile. Ils étaient au marketing dans les marques. Il y avait des échanges marchandises pour découvrir les produits concurrents. Et on se fait un week-end avec les échanges marchandises avec un V70 T5R, un TT 180 première phase. Les premières phases, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas le petit aileron et pas le SP calibré parce que ils ont découvert par la suite que la voiture avait tendance à être un peu légère de l'arrière. Donc on va faire des tours, il y avait 2 autres voitures. On roule à des vitesses, enfin comme on roule maintenant en Allemagne. Donc, et donc je suis allé sur le route de Normandie dans le rouge en 5 ou 6, je ne sais plus, on me pardonnera si je me souviens plus. C'était une boîte 5, je pense, sur le 180 chevaux. Donc je vais être à 2,25, 2,30. Et il y a un camion et puis bêtement, je dois soulager légèrement. Et là, je sens la voiture qui fait ça. Et il faut reconnaître que sur le sec, quand à 230, une traction, vous sentez l'arrière qui déboîte, vous comprenez mieux pourquoi le groupe Volkswagen après a rappelé tous les TT pour rajouter un petit aileron à l'arrière et recalibrer le SP parce que c'était un peu vif de l'arrière. C'est un doux euphémisme. Et en parlant de vif, mais tu te rappelles pourquoi au départ Audi était un peu embêté avec les ailerons arrière, les petits béquets? Non. J'ai cru comprendre que quand ils avaient sorti l'A2 tout en alu avec cette arrière avec une double vitre et il y avait un petit béquet, quand on est passé au rouleau, tout l'arrière en vide pétait. D'accord, ok, je vous ai perdu, c'est pas grave. Okay. Non, parce que, on t'écoute avec passion. Moi j'aime bien. Non mais j'aime bien la 2, c'était super innovant. La 2, ouais. Mais ça redevient à un moment, ils en vendaient plus. Hein. Ouais. Mais la 2, par contre, ce qu'il y a, c'est comme c'est une caisse toute aluminium. Tu pètes une portière, ça te coûte un rein. Et tu pètes une aile en même temps, tu files la jambe, donc c'est fini. Je veux dire, c'est pas facile à faire réparer quand même. Mais moi j'adorais et puis c'était super innovant. Ce que j'aime bien dans le TT, c'est que c'était un concept car en fait qu'ils ont mis sur la route. Et ça arrive plus. Maintenant on a que des modes de beurre, mais ça c'est pour ça que le Youngtimer s'appelait. C'est qu'ils ont un TT. Et une vraie influence. Alors on est dans une maison de vente aux enchères, donc je sais pas si je prononce bien, mais le Bauhaus, l'accent allemand, c'est comme ça qu'on dit. Hein, voilà, d'accord. Cette simplicité de forme, de design, franchement, de la part d'Audi, c'était quand même nouveau. À la base, c'est quoi en dessous? C'est une A3, voilà. Ils ont pas pris grand chose de l'A3, même le tableau de bord, tout était quand même pensé au bout. C'était vraiment novateur et franchement, ça fait date parce qu'aujourd'hui le TT, c'est quand même une très bonne voiture, mais on est loin de ce coup de crayon incroyable qui a bouleversé tous les gens qui l'ont vu la première fois. Quoi. Pour moi, c'est exceptionnel. Moi, je me souviens des sketchs du proto. Tu dis c'est pas possible, ils vont pas fabriquer ça. Et là, la voiture qui arrive sur la route, c'est la même chose que ce qu'il y avait sur les sketchs, enfin sur les dessins.
Cette voiture est absolument géniale. Moi, c'est invivable pour moi parce que moi, j'ai dû faire l'exode sur un wagon citerne, donc je conduis avec les jambes écartées. Et il y a la console, il y a un truc super dur, donc je pleure au bout de 2 heures parce que j'ai mal à une jambe. Mais ça, c'est un détail. Et j'adore cette auto. On en reparlera après. C'est une auto absolument géniale, un truc à collectionner, à avoir et à utiliser à tout. C'est génial. Et puis la dernière, donc pour finir, c'est la Delta. 90-91, je suis un bébé, j'ai mon permis, je vais avec mon pote Vincent, je te fais coucou Vincent, il est très très loin maintenant. Et on va au mondial, au salon de l'auto à l'époque. Et à l'époque, notre vie où c'était sympa, on pouvait essayer des voitures. C'est intéressant parce que quand même quand on va acheter une voiture. Et puis on essayait de le vendre aux jeunes. Et de se rendre compte que peut-être aussi, il faudrait qu'on vienne aussi, mais si les constructeurs, il faudrait donner envie aux jeunes. Mais bon, donc on arrive, on va chez Lancia, on dit on voudrait essayer une Delta, il nous dit bah pas de problème, ton permis, machin. Et en petite navette, on arrive au bois de Boulogne, ça devait être à la Grande Cascade, et il nous dit, bah, là le mec qui fait les essais, qui dit, bah, je me mets à l'arrière, il donne les clés, et nous voilà partis. Bon, on était à peu près correct et bien élevé, donc on roule, on fait 2-3 accélérations, on permute. Il nous dit, mais par contre, vous voulez que je vous ramène? Et que on tape un peu, on dit oui, donc il devait être pilote instructeur, le mec savait vraiment conduire. Et donc, dans une ligne droite intermédiaire du bois de Boulogne, je pense que on n'était pas loin de la vitesse avec le TT pour aller en Normandie, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans le bois, aux alentours de 190, et arrivé au frein à main devant la Grande Cascade. La Grande Cascade, propre. Donc, c'est pas mal. Bon, après, avec la fiabilité de la Delta, je ne sais pas comment elle a fait 15 jours. Mais ça, c'est méchant sur la Delta, mais c'est réaliste, pour ceux qui en ont eu. Voilà, j'ai raconté toutes mes petites anecdotes. Bon, merci pour ces souvenirs de jeunesse. Ouais. Alors, j'ai un petit quiz pour vous deux. Voir si vous êtes d'accord. Je vais vous montrer les photos de voitures. C'était pas prévu ça. Non, Ah d'accord, débeauté. on nous prend au débeauté. D'accord, très bien. Non, moi je vais vendre l'affaire, c'est qu'ils ont voulu qu'on prépare. Voilà. Moi j'ai dit je veux pas préparer, je veux pouvoir garder ma fraîcheur et ma jeunesse. Et ben vous allez nous montrer un petit peu cette fraîcheur tous les deux. Je vais vous montrer des voitures. C'est simple, 2 choix. Vous allez me dire Youngtimers, pas Youngtimers. Au mieux étincelant que ridicule. Allez, c'est parti pour le quiz. Et on commence. Il y a un ordre, non, chacun peut y aller. Allez François, commence. Non, vas-y. Honneur à l'invité, François, je t'en prie. Bah, j'en ai une, rouge, yes, c'est la meilleure voiture du monde. Donc si la question c'est pas Youngtimer ou pas, si t'as pas eu ça dans ta vie, T'as raté un truc. T'as raté un truc. Ouais. Mais ceci dit, bon, évidemment Youngtimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus la IS, comme le précise François, c'est encore plus une Youngtimer parce qu'elle est collectionnable. Une 320D, bon, moins intéressant. Là, c'est ou une 5 portes, mais là 3 portes, boîte sport, pont bloc, suspension M technique, siège de sport. Non, mais voilà, le palpitant. Quand t'as conduit, non, mais surtout quand t'as conduit, tu sais que moi des fois je suis pas d'accord avec des mecs t'as dit, par exemple une Clio Williams, c'est une grosse merde. Hein. Par exemple, je glisse ça. Je vais me faire des potes. Ça c'est top. Voilà. Et je me suis tiré à la bourre avec une Clio 16S où il m'a miné parce que je suivais pas. J'étais en dérive partout au taquet et lui avec sa Clio 16S, il écoutait Céline Dion. Et moi, je peux vous dire que j'écoutais pas grand chose. Hein. Si, le 6 à 6007 voilà. Où il y a le petit bruit métallique qui fait que t'es un homme. Allez, la suite. Bon, je le dis au passage, celle-ci vous la retrouverez dans notre vente Youngtimers, donc le 8 novembre. Une coccinelle. Ah non, pardon, une 996. Ouais. Non, c'est pas encore Young, mais par contre ça ira dans le classique. Et je trouve surtout qu'il y a une évolution. Les Porsche avant qu'ils vomissaient dessus commencent à réaliser que c'est une bonne auto, même si c'est une grosse merde en termes de fiabilité sur beaucoup de choses. Ouais, mais pour des histoires, la 993 devenant stratosphériquement chère, bon, bah à un moment la suivante. Ouais, et puis parce qu'il faut les Porschistes, psychologiquement, ils ont du mal. Il leur faut du temps, il faut leur parler doucement, parce qu'ils sont un peu limités. Enfin, maintenant que. Et donc là, ils commencent à comprendre qu'une 996 turbo, c'est quand même juste un truc exceptionnel, quoi. Mais voilà. C'est-à-dire que maintenant, le Porschiste qui voit que 97% du volume se fait avec un Macan ou un Cayenne diesel, bon, bah, il est un peu obligé de revenir sur Terre, quoi. Complètement. La suivante. Young. Ouais, Young, mais une merde. Je suis pas d'accord. Par rapport à la coccinelle, c'est quand même bien mieux. Ouais. Ça, c'est un piège. Non, je suis assez d'accord. C'est une très belle idée. Bien sûr. Pour moi, c'est oui, c'est comme une 206. C'est un peu plus vieux. C'est une 206 RC, c'est pareil. C'est génial. C'est une super idée. C'est qu'il y a une telle config. Et même à la limite un 3008 avec la tranchée machin, ça sera un truc exceptionnel. Et puis ça vend du rêve parce qu'il y a aussi, on disait, il y a de conduire et puis il y a de regarder. Je peux comprendre que le mec, le matin, il se lève, il va dans le garage, il regarde sa chiotte, il se dit ah putain, là on voit quand même du bois en bicolore comme ça. Oui, s'il arrive à faire passer ça à toute sa famille, quoi.
On peut lui demander s'il l'a pas acheté bourré, s'il a pas pris ou combien ils lui ont fait payer l'option, parce qu'elle était chère l'option. Hein. Ah oui, elle est très très chère, Eh on oui. a quasiment pas. C'est pour ça qu'il y en a quand tu pas. vois comment c'était fabriqué, en plus, tu comprends Oui. pourquoi c'était cher. Oui. Non, mais après, À la moi, main. je peux rien dire. Moi, j'ai eu une Subaru bleue, donc avec la. Moi je table sais, technique derrière, j'ai entendu un dernier portrait chinois qui. Donc après ça, t'as plus d'amis de toute façon, c'est terminé. T'aimes bien les Porsche, toi. Hein. Bah, turbo. ouais, voilà. un turbo 2 parce que là c'est une 2. Bon, voilà, ouais. De toute façon, toute la gamme turbo chez Porsche, on peut pas. Mais bon, faut apprendre à conduire quand même. C'est un truc d'homme ça. Il n'a pas encore son permis, c'est pour ça qu'il rêve. Parce que ça, moi, j'ai fait 2 tours au ring, j'ai compris que j'étais tout petit. Mais passager ou Ah non, conducteur? conduisant, Ouais. mais tout petit. En plus, c'était Ouais. pas ma caisse, donc là, Ouais. t'étais détendu. Et déjà, je connaissais pas du tout le circuit à l'époque. Non, c'est la vidéo de la rue CTR sur la génération d'avant, c'est pareil. Non, c'est Young ou c'est même plus Young d'ailleurs. Ça, c'est de la caisse de collection. Puis c'est plus touchable quoi. C'est quoi ça vaut combien? Enfin, c'est 200 000 une Ah table ouais, de ouais. merde comme ça. Ouais. Dans un bel état qui n'a pas eu 17 propriétaires refaites et tout. Moi, je passe. Non, bon, t'aimes pas, ok. Non, c'est ça, vous avez compris. Oui, oui, J'aime bah oui, je sais. j'aime en couper, pas en cab. Voilà, je Alors précise. moi je suis né dans le sud, donc j'aime mon cab. Et celle-là c'est une 330 CI, le Feulement, on parlait tout à l'heure de la 325. On a quand même, bon, elle est intéressante. C'est la fin des BM qui sont encore Voilà, supportables. c'est ça, intéressant. Donc à ce titre-là, comme on disait, c'est très large. Moi je pense qu'elle vaut le coup pour le plaisir de rouler avec et pour le plaisir de se dire qu'à un moment ou à un Je autre. trouve qu'il lui manque un paquem Oui, mais bon. pour qu'elle ait une petite touche d'exclusivité. Voilà, Je suis d'accord. on se tripote. Oui. T'aimes pas les Porsche en fait? Ouais, non mais. Non mais celle-là, bon voilà, moi j'aime pas les Porsche. C'est marrant parce que une petite anecdote si on peut se permettre. Bien sûr. À l'époque, le Speedster est sorti en même temps que le Z1. Je suis pas du tout Porsche, donc Z1, j'ai tanné mon père. Il faut que tu t'achètes une voiture, elle prendra de la valeur, c'est génial. 378 000 francs. Ouais, voilà, exactement, c'est cher. Ouais, mais j'ai qu'un fils unique, il faut que je lui fasse plaisir, on va se faire des road trips, père-fils, génial. Je venais d'avoir mon permis, bon bref, un truc. Il craque. Je lui dis, hésite pas, parce que franchement, la Porsche, elle prendra jamais de valeur. Bon, bah, quand on regarde aujourd'hui, je crois qu'elle vaut 2 fois ou 3 fois le prix. Donc, bon, c'est le mythe Porsche. Et celle-ci, il joue un peu sur le côté de cette Speedster, mais elle est quand même très chouette. Ouais, mais pour moi, c'est plus dans le concept Youngtimer pour moi. C'est une Porsche de collect. Ouais, mais oui, voilà. Enfin, elle est collectionnable, donc pour moi, je la mettrais. Enfin, j'aime bien ce label général Youngtimer, donc je la mettrais. Allez, une petite dernière. Ah non, ça c'est moche. Hein. Fou. Ah, question piège là. Hein. Ça, c'est une super auto. Ah non, c'est Mais moche. si tu n'as pas eu un multiplat à 50 ans, C'est que t'as rien compris. si tu as des enfants, Bon, bah, je vais vous laisser, messieurs. non, que t'es célib, ouais. quand tu as des gosses et que tu as utilisé ça, ou un espace, tu as compris qu'il y avait des gens, et surtout moi je vais compléter, le phase 2 ils sont complètement merdés parce que du coup, mais ils n'en ont pas vendu, mais le phase 1 ils en ont vendu des camions. Hein. Ils ont fait 3 fois ce qui était prévu. Ouais. C'est pas un vide, non mais c'est quand même un point important. Ouais, mais qu'une marque italienne, avec ce que l'Italie représente, pondre un truc aussi ignoble, c'est pas possible. C'est ça où je leur en veux, quoi. Pour moi, l'italien, c'est la classe, il y a l'élégance, le raffinement, bah, tout ce que ça véhicule dans l'histoire globale de l'humanité. Ça, c'est une faute. Bon, et la question. Pour moi, c'est vraiment, la caricature. Moi, quand j'étais En petit, termes je de craquais sur la Matra Murena. Parce que je me disais, c'était la seule façon pour moi d'avoir mon père à ma gauche et ma mère à ma droite. Parce que je visais la place du milieu. Vous étiez dans la dépanneuse plutôt. Non, et mon père m'a dit non, mais c'est moche, c'est pas une histoire d'être 3. Et là, 3 de front et 3 derrière, bah quand même, avant tout, c'est moche, quoi. Donc bon, enfin, Tu vas comparer une Matra Murena avec un multiplat là quand même. Hein. T'en es conscient? Non, le fait qu'il y a des idées novatrices, mais que le design ne suit pas. Et elle est beaucoup. Moi, les phares arrière en forme de cœur, moi je traque. D'accord. Bon, et la question, est-ce que ça prendra de la valeur un jour ça? Un très beau, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas, ils sont tous rincés, liquéfiés. Aujourd'hui, tu trouves un essence en parfait état. Déjà, ça n'existe pas. Moi, je mettrais, je suis prêt à mettre 2500, 3000 balles dans un beau essence en bon état, série 1, pas un série 2, ça vaudra jamais rien, série 2. Avec l'intérieur, les premières séries. Le Mont Rushmore en plastique?
Ouais, mais en fait, même en termes de design, genre, on pourra inviter des gens qui sont des vrais designers. C'est énorme en termes de design comme truc. Et puis c'est osé. Oui, moi je pense que ça vaudra jamais, ça vaudra pas un 996 Spitzer, c'est évident. Mais mon concept du 610 x 610 ans, et ben t'achètes un beau truc, je suis pas sûr que tu le revendes pas dans une vente. Faut trouver. Mais tu vois un truc qui a 50 000 km, et ben je suis pas sûr que ça soit pas une mauvaise affaire. Je l'ai vendu à multiplat quand même, c'est fort. Hein. Je préfère l'Avantime, mais bon, même si elle est beaucoup plus chère. Mais dans le concept complètement barré, je préfère l'Avantime. C'est aussi bien, j'ai adoré aussi. Le Class R. Ah, le Class R aussi, ouais. En version longue. Oui, en 6 places. En 6 places. 2, 4, 6. En version AMG, pour être complètement fou, là c'est top. Ouais. Et en 4 roues, donc c'est top pour partir au ski. Absolument. Bon, t'as compris Fabrice, on va lui trouver un multiplat. Hein. Oui, je crois. Très bien. Bon, ben merci pour ces réponses. Je propose qu'on passe à la suite. Fabrice, tu as les 3 petites notions d'informations à nous donner sur le marché de la Youngtimers. On se lance? Allons-y. Jingle. Allez, maintenant Fabrice, on va essayer de comprendre un petit peu plus à quoi ressemble le marché de ce segment de voitures. À commencer par la typologie. Oui, pareil, je vais être aussi vague que au tout début de notre reportage. C'est très large. On peut avoir de la citadine avec une Citroën AX. On peut avoir des coupés, on peut avoir des pick-up 504 par exemple. D'Angèle, tu as raison. On peut avoir un 4x4, le Range Rover classique. On peut avoir de la sportive, Porsche 911, je crois qu'on en a vu beaucoup. On peut avoir des petits coupés, on peut avoir un break, le MG ZT par exemple, truc assez foufou. Bref, finalement, comme on peut avoir beaucoup de choses qui sont vraiment pas chères, la Citroën AX a des choses qui peuvent être beaucoup plus, c'est très varié. Ceci dit, comme c'est compliqué, on s'est prêté un petit peu au jeu de créer une sorte de panel. On a fait une petite boutique avec 50 voitures représentatives, donc des années 80 et des années 90, qui permet comme ça de lisser, d'avoir un indice pour voir un peu si dans le temps ça a pris de la valeur ou pas, parce que la grande thématique aujourd'hui, c'est les Youngtimers prennent de l'argent, prennent beaucoup d'argent. C'est vrai pour certaines, c'est pas vrai pour d'autres. Et puis surtout, c'est pas le principe. Il faut pas acheter ça pour faire un placement. Une voiture, on l'achète d'abord pour se faire plaisir. Si on peut bien l'acheter en se disant que peut-être on pourra bien la revendre parce qu'on l'a bien acheté, qu'il y a quelqu'un comme nous qui pourra craquer quand 2-3 ans après. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Donc si on prend le panel des années 80, depuis janvier, sur un indice 1000, on aurait pu prendre 100 mais on a pris 1000, il y a une progression de 193%. Soit à peu près 30% par an, ce qui fait que c'est pas encore le Bitcoin, mais c'est pas inintéressant. Mais il y a quand même de grandes disparités. Si on prend une BM série 3 E30, eh bien il y a eu des périodes sur cette partie de 5 ans, il y a eu des périodes où elle est montée, il y a des périodes où elle est descendue. Ça peut aussi correspondre au lancement d'un nouveau modèle. Les aficionados se disent génial, enfin ils vont revenir à ça, et oui, pas du tout. À l'inverse, un nouveau modèle qui montre beaucoup de choses plus intéressantes redonne un peu d'envie d'en avoir une ancienne ou pas. Donc c'est très différent. Il y en a une qui met tout le monde d'accord, c'est la McLaren F1. Dans l'absurdité absolue, elle est sortie en 93. Voiture la plus chère du monde à l'époque, en euros constants, 1,2 million. Pendant 10 ans, elle n'a pas pris de valeur, elle n'a pas vraiment baissé. Un peu ce qu'on a vu avec les Bugatti Veyron, sauf qu'une F1, théoriquement, ça pourrait être dans les Youngtimers. Et puis en 2008, elle a commencé un peu à prendre de la valeur. Il y a Roy Ronan Hutchison, enfin Mr Bean, qui en a eu une, qui a eu un ou deux cartons bien documentés. Il l'a bien froissé, ouais. Il l'a bien froissé, donc elle avait quand même un historique. Il l'a vendu 5,5 millions, je crois. Enfin, avec 1,8 million de facture chez McLaren pour la réparer. Hein. Ah, intéressant. Un petit billet quand même, ouais. Ouais, donc 5,5 millions moins 1 million. Et il y a un fameux LH, un monsieur qui sévit en Formule 1, qui paraît-il a acheté le châssis 44, puisqu'on parle de Lewis Hamilton. Bon, je suis fan, je sais. Dont le numéro fétiche est le 44. Et donc, il a vu passer à une vente au Car Week à Monterrey. Et je crois qu'il a mis 13,4 millions. Et la dernière qui s'est vendue, c'est 17 millions. Donc voilà, ça c'est l'archétype même de la voiture qui dépasse tous les superlatifs. C'est vertigineux, mais tout à l'heure on voyait que le Youngtimer c'est la voiture populaire, c'est la voiture qu'on peut s'offrir
Là, on est sur quelque chose de vertigineux. Non, mais dès le départ, elle a été vertigineuse. Après, on peut avoir une Citroën AX. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a des versions d'AX qui sont pas forcément palpitantes, intéressantes. Il y en a d'autres qui sont croustillantes. Il y a la petite version. Une petite série limitée Thalassa, moi, j'ai dit pas. Une petite série limitée pour tout ce que ça représente, ouais. Non, mais non, c'est une série limitée, même en design, une série limitée. Le Youngtimer aussi, c'est les années des séries limitées. Ouais. C'est Citroën qui a... Et là, du coup, même sur une petite auto à petit budget, une petite AX Thalassa, t'as un truc exceptionnel. Il y en a eu, je vais dire une bêtise, hein, je me trompe, il y en a eu 2500, 3000 qui ont été fabriqués. Et t'as un truc exceptionnel, ultra... Si elle est super belle, avec un intérieur spécifique et tout, il y avait encore des vraies séries limitées. Maintenant, ils prennent dans les catalogues et on se fiche. Enfin, c'est pas joli. Voilà, et ça, c'est sympa. Et donc, tu as une Youngtimer exceptionnelle. Parce qu'il reste combien des AX Thalassa? En bon état, peu. Mais alors ça valait peut-être 1000 euros. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 2000, 2005, 3000, voilà. Donc c'est aussi la proportion. Mais c'est énorme. Quand on passe de 1000 à 3000 euros, ça fait quand même une énorme oui, progression. C'est déjà énorme. Exactement. Il y a la série 6. Tout à l'heure, on parlait. La série 6, bon, c'est des voitures déjà qui sont un petit peu plus chères. Donc d'octobre 2015 à octobre 2019, elle a pris 150%. Ce qui est quand même énorme. Et par contre, depuis 2 ans, elle a pris que 4%. Voilà. Donc c'est typiquement... cette typologie de voiture qui, pour une raison ou une autre, à un moment a eu sa cote qui a beaucoup grimpé. Puis maintenant, bon, elle perd pas, 4,5% en 2 ans. Finalement, c'est mieux que certains produits financiers. Mais voilà. Il y a les vraies tendances qui se dessinent sur les temps assez courts. Ouais. Vous disiez tout à l'heure un effet d'annonce. Et des effets de seuil aussi, parce que sur la série 6, ça a beaucoup augmenté. Donc on arrivait à des niveaux de prix qui sont plus à la portée du fan BMW classique. Donc obligatoirement, le marché s'est un peu calmé parce que une M635, quand on voit les tarifs aujourd'hui, c'est plus à la portée d'un fan comme moi. Mettre 45 ou 50 000 ou 60 000 euros dans une M635. Pour autant, c'est une voiture absolument extraordinaire. On est d'accord. Mais c'est plus un Youngtimer. Donc il y a une logique quand même, heureusement. On a une logique, pourquoi? Parce que moi je la trouve extraordinaire par rapport à son dessin et le fait que c'est quand même... C'est pas une sportive, c'est une grand tourisme, dans l'esprit grand tourisme. La M635, Non, même une M535. Même une 635 CSI avec la boîte Sport Pont-Bloc, une 79. Attends, tu te mets sur le... Tu vas à Spa, t'es pas minable. Hein. Non, t'es pas minable, mais c'est pas la définition comme on peut avoir avec une Porsche ou autre. Ouais. Voilà. Mais elle a une ligne incroyable. On peut quand même voyager à 4. Il y a un coffre. Tout ça dans une certaine compacité. Ça pesait 1400, 1500 kilos. Son équivalent aujourd'hui, c'est 2 tonnes. Bon, ça pesait peut-être un peu plus que ça. Mais 1535, celle qu'on a, la 635. Okay. Et il y a quelque chose qui est symptomatique de cette période, c'est qu'il y a une hauteur de vitre qui est importante. La ligne de la voiture, elle est assez basse. Ce qui fait que quand on conduit et quand on fait des longs trajets, finalement, on n'a pas l'impression d'être engoncé dans des cockpits, ce qui participe au plaisir en plus du feulement, du 6 cylindres, de la boîte, enfin tout ce qu'on... Et puis d'une certaine nécessité d'avoir une petite notion de pilotage, parce elles passent beaucoup moins les choses. Petite notion sur le mouillé. Sur une 628 boîte auto petite, sur une M635 plus grosse. Ouais, même voilà. sur une alors qu'aujourd'hui, finalement, on prend une RS3, on tape dedans à la sortie du péage, il se passe rien, même s'il neige, même il sur pleut. une petite route avec voilà. l'électronique. Et c'est ça aussi, c'est ça qui donne envie aux gens. Donc 80, il y a eu une grosse progression dans les années 90. Si on prend toujours le même petit panier constitué de l'Alpha jusqu'au Honda ou toute la gamme, on est sur 53% de hausse sur 5 ans. Donc encore une fois, bien acheté, un bon produit. On va pas dire qu'on gagne, mais on perd pas d'argent parce que forcément, il faut peut-être plus les entretenir, il faut faire plus de révisions, il faut faire plus de vidange, faut être un petit peu plus attentif. Donc, on y met un peu plus d'argent dans ces voitures, mais quand on fait ça et qu'on a acheté un bon produit, finalement, on est à peu près sûr de pas perdre, contrairement à ce qui se passe avec une récente ou une neuve. Mais c'est intéressant, 53%, oui, c'est pas une explosion parce il y a certains des produits qui explosent, mais globalement, c'est une progression très raisonnable. Très raisonnable. Alors après, ce qui est intéressant, on a une 928 dans la vente, c'est la S4. La S4, ouais. C'est pas la dernière génération, mais elle a beaucoup monté par rapport à une 928. Alors il y a la 928 toute d'origine, la première, qui avait une forme plus épurée, un peu comme les premières Lamborghini que certaines personnes recherchent. Après la dernière itération, la GTS en boîte méca, un bel exemplaire, ça va chercher 60-70 000 euros. Donc ça valait 30-35 000 il n'y a pas si longtemps. Donc il y a sur des produits incroyablement spécifiques, fin de série, il y a un engouement incroyable. Si on prend la 500 SL, on en a une aussi. Si on prend l'épopée, moi je me rappelle il y a 30 ans, j'étais allé une fois chez Mercedes Longchamp, ils avaient une 300 SL papillon.
déjà subjugué par la beauté, ça valait 200, 300 000 francs anciens, hein, avant les euros, quoi. Ensuite, c'est parti. Aujourd'hui, ça vaut entre 800 000, 1 million, 1 million 2, 1 million 3 d'euros. Voilà. Bon, tous ceux qui n'ont plus pu toucher sont reportés sur la 190. Après la 190, il y en a aujourd'hui autour de 80, 90, 100, 120, 140, 150. Comme ça explose, il y a des restaurations très coûteuses qui sont mises en place, donc il y a des prix délirants. Donc après, ils sont allés sur la pagode. Bon, et puis à chaque fois qu'il y a un modèle qui atteint des sommets vertigineux, on descend, et le modèle d'après est intéressant, il y a une offre importante, la demande elle est pas si large parce que de toute façon c'est comme des vieilles voitures, donc on en perd un peu chaque année, voilà. Et donc finalement ce processus surtout des très belles mini, comme tu évoquais, des mini première génération, une 1300 Cooper avec tout le petit accastillage, et sans la rouille, quoi, c'est ça. Sans la rouille et tout, ça vaut des ronds, ça vaut même plus de ronds qu'une d'occasion derrière. Oui, ça vaut même peut-être même plus, mais ça c'est une autre problématique, c'est-à-dire qu'après il y a une dérive où intrinsèquement on se dit est-ce qu'une mini comme ça, même si j'adore, est-ce que ça vaut 12, 13, 14, 15? Mais c'est notre petite Madeleine de Proust. Et si on suit ton mécanisme, des modèles qui finalement prennent de la cote parce que ceux d'avant sont devenus inaccessibles, ça veut dire que les Youngtimers sont plutôt des beaux jours devant eux. Il faut investir aujourd'hui parce que, a priori, ça va continuer à prendre de la valeur. Il faut quand même être attentif sur le modèle. Tu vois, bien sûr. Une Twingo basique, couleur basique, motorisation un peu abîmée, elle va pas prendre de valeur. Je suis pas du tout d'accord. Eh ben c'est bien. Alors, une série 1 Corail de la première génération avec le Cléon avec 40 000 km, faut acheter. Mais j'ai dit basique. Ouais, une première génération. D'accord, oui, pas une avec 2000. le design, les phares. Ah non, pas ça, mon Dieu. Oui, d'accord, excuse-moi. Oui, une série, les séries 2 où tu déprimes rien qu'en la voyant de loin. Voilà, il faut quand même avoir cette sélection. Et encore une fois, bon, le multiplat, on n'était pas forcément d'accord. L'Avantime, on voit bien, l'Avantime aujourd'hui, Renault a eu raison trop tôt, a peut-être presque même pas laissé la chance au produit. Ils en ont fabriqué, ils l'ont coupé. Et aujourd'hui, un Avantime Biton 6 cylindres, bien entretenu, ça vaut presque aussi cher que ça valait à la sortie, quoi. Parce qu'il y a très peu, contrairement à la Twingo, il y a très peu d'Avantime. Voilà, la Twingo, très clairement, c'est la voiture de mon enfance. On la voyait partout. Et c'est une voiture que j'achèterais aujourd'hui. Une série 1, c'est la voiture. Mais bon, on rentre dans des subtilités. Il y a quand même beaucoup de choses, tu vois, sur les Mercedes, c'est que il y a ou sur une 928, mais 928, c'est en fonction est-ce qu'il y a telle option, pas telle option, etc. Il y a quand même des changements. Et sur un Avantime, oui, de toute façon, tu achètes ce qu'il y a comme révision, parce que moi j'ai eu un Avantime dans la longue liste. J'ai beaucoup roulé. J'allais chez Maserati au bout de l'Italie. Je faisais l'aller-retour en 2 jours avec l'Avantime. Une grosse révision, c'était 9 000 €. J'ai pris une révision de 9 000 €. Colossal. Au tarif poste. Merci Jean-Christophe. Donc voilà, c'est des choses. Et donc où j'ai fait un embrayage, des bougies, et 2 catalyseurs. Enfin bon, en effet. Donc, mais ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que et c'est même plus la quantité. C'est de dire qu'est-ce que et surtout si je vais y arriver. C'est ça que je voulais dire. C'est si la voiture elle était bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est une merde. Alors je vais en reparler de truc. Une Safran biturbo, c'est super beau. Mais c'est une daube à rouler. Oui, mais comme une Opel Omega Lotus. Eh ben non, parce que une Opel Omega Lotus, c'est fun à rouler. C'est oui, ça la différence. C'est fun à rouler, mais sur le fond, c'est quand même un peu. Ah, mais c'est suicidaire en termes de dépenses. Voilà, c'est pas une 500. C'est pas une 500 non plus. Il y a pas. Ça a été fait à l'italienne. Oui, mais ça a du charme. Ah, mais bien sûr. Une biturbo, tu t'emmerdes de force. Mais la Lancia Delta intégrale, quand on rentre dedans et qu'on démarre, il y a tout qui vibre. On se croirait au milieu d'un violon, alors qu'une Ford Focus RS MK1. Qui est une super bagnole. On sent la rigueur allemande. À la rigueur, on se fait presque plus peur quand on est bien piloté aux vitesses. La Lancia, le fait de démarrer déjà, on a la chair de poule. Et le look. Bref, on est reparti. L'idée c'est. On en a pour toute la nuit si je vous laisse continuer. L'idée c'est j'ai 10 000, j'ai 15 000, j'ai 100 000 €, peu importe. J'ai quelques moyens à consacrer. Je veux 2, 3, 4 voitures, lesquelles je veux obligatoirement dans mon garage. C'est peut-être comme le vin, les amateurs de vin ou ceux qui aiment les montres. Il y a un moment, il faut avoir eu ça en possession, en propriété, en usage. Et si on peut les garder, c'est encore mieux. Voilà. Ce que tu veux, je vais te dire tout de suite, elles sont dans le catalogue. Super. Donc je vous propose à tous les deux de regarder un petit peu le catalogue de la vente. Tu m'as tendu une perche, je l'ai saisi. Très bien. On regarde le catalogue de la vente. Jingle. Zoo, zooby zooby zoo.
Bon, les droits de l'anecdote, là, je suis sûr que vous avez plein de choses à nous raconter. En parlant un petit peu des modèles, alors en prenant pour exemple des voitures qu'on a au catalogue évidemment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, des choses un petit peu croustillantes, un peu originales? On va faire en 2 parties sur l'Alfa. Il y a une Alfa Sud. Donc Alfa Sud, c'est parce qu'elle a été fabriquée dans le Sud. Et tu as le complément de cette histoire-là par rapport à ce fait-là. Du coup, oui, c'est intéressant, c'est que pour cette voiture, Alfa a fabriqué une usine dans le Sud, d'où, comme le dit François, du coup, c'était une main-d'œuvre qui n'était pas forcément rompue à la fabrication à la base de voitures. Et c'est surtout que les aciers, ils étaient stockés à l'extérieur. Ce qui occasionne sur certains modèles peut-être un petit peu de rouille. Bon, tout petit peu. Tout petit peu. C'est un petit peu connu sur les italiennes. Bon voilà, donc on dit que les anglaises qui ne fuient pas sont pas vraiment des anglaises. Les italiennes qui rouillent pas sont pas complètement des italiennes. Tu sais pourquoi d'ailleurs, c'est rassurant qu'il y ait été des fuites sous une voiture. C'est qu'il y a encore du liquide. Alors, il y a un petit peu de sarcasme quand tu dis qu'il y a de la rouille. Alors, on en a quand même une dans la vente. Elle est comment? Elle est en bon état? Elle n'a pas été entièrement refaite, mais elle est plutôt dans un bon état. Et on a veillé. C'est une 1.3 litre SC, donc c'est la version 3 portes. La personne qui nous la confie est un véritable amoureux. Il en a beaucoup. Il sait comment on doit les entretenir. Il les a depuis un certain temps. Donc voilà, il fait ce qu'il faut pour que ce soit pas un os. Il y a eu des travaux à la hauteur de la difficulté du véhicule. Exactement. Voilà. Moi, la deuxième que j'aime bien, c'est les Mini. Moi, je reviens sur le Mini. Bon, voilà. Allez. Et puis la petite histoire sur la Mini génération 1 Cooper, c'est que pour ceux qui n'ont jamais réalisé, bon, c'est ce que j'ai dit à un moment, c'est il y a eu des 1000. À un moment, Austin Rover s'est complètement perdu et il ne faisait même plus une Cooper. Il n'y avait plus Cooper au catalogue dans les années 88-89, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait plus au catalogue, ou 87, il n'y avait plus de Mini Cooper au catalogue chez Austin Rover. Et il n'y avait plus qu'un 1000. C'était une Mayfair, machin 1000. Et après, ils ont réintroduit le 1275, qui au début était avec un catalyseur, avec un carbu. C'est quand même des choses totalement improbables. Et après, donc celle qu'on a, elle a l'injection, donc c'est le produit qui fonctionne bien. Et par contre, elles sont tout le temps restées avec une boîte 4. Donc c'est ça qui est énorme, c'est que vous avez vraiment, c'est la techno, et avec le même carter, avec le moteur, la boîte. Enfin, c'est quand même un vieux truc, quoi. Mais c'est charmant, quoi. Je reviens sur les petites anecdotes liées au nom. En Alfa Sud, le Sud. Ouais. On a une Honda CRX, qu'on connaît sous CRX, c'est une Civic CRX. Civic, pourquoi? Parce que Honda se devait de fabriquer une voiture responsable. Donc Civic, c'est vraiment le terme comme le service civique. C'est assez drôle. C'est original pour le coup. Ouais. Ah bah c'est très original, oui. Et je pense que peu de personnes s'en doutent. Personne sans doute. Non mais je ne savais pas. Bah voilà. Tu m'as comme quoi, tu vois. Comme quoi, c'est bien. Qui l'eût cru. Et en Alpha, il y en a une autre qui était un nom, personne n'a percuté, une Alpha Mito. Oui. Pour Milan, Torino. Oui. Les deux endroits où il y avait les usines. Ouais. Mais on pourrait faire une émission complète sur les noms absolument je pense que ça peut durer longtemps. fous, hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a des noms, il y a des marques qui n'ont pas fait gaffe que dans certains pays, ça voulait pas dire la même chose. Et Golf. Totalement. Est-ce que Golf, elles avaient un pommeau de levier de vitesse en forme de balle de golf? Ouais. Oui. Lance sur la Golf, du coup, c'est facile. Oui, c'est. Et l'Audi TT a aussi un pommeau, mais bon, on va passer sur la signification. La Golf. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Golf? Alors c'est rigolo, c'est le slogan parce que en termes de marketing, la voiture a toujours été très innovante. Tu parlais de série limitée tout à l'heure, c'est quasiment Citroën qui a un peu inventé le concept de la série limitée pour donner une raison de parler d'un véhicule qui n'a en soi pas de raison puisqu'il n'y avait rien de nouveau. La Golf, quand elle est sortie, ils l'ont présentée comme étant la Volkswagen la plus rapide de l'histoire. Ce qu'on n'imagine pas aujourd'hui en termes de communication. Non, clairement. C'est comme à l'époque avec Grace Jones, c'est la Citroën CX où elle sortait, elle allait très vite, voilà, sauvage, voilà. Une femme noire représentant tout ça avec ça bouge bien. Enfin, c'est génial de se reposer aussi dans ces communications et de cette pub. On parlait de la 325 IS. Tu l'as dit d'ailleurs, je crois tout à l'heure. C'est un modèle qui a été fabriqué à la demande de la France, de BM France, quoi, qui a réagrégé tous les packages intéressants à mettre sur une voiture et qui s'est dit tiens. Et finalement, elle a existé. Autant la 320 IS, je crois, n'a existé que pour le marché italien, et la 325 IS n'a été fabriquée et commercialisée qu'en France. Mais tu pouvais avoir une 325i en prenant les options, en particulier sur les premières 325i, où tu pouvais prendre la boîte sport, le pont-bloc, la suspension électrique, les sièges de sport. Et après, la France a défini une ligne. Et quand on fait le VIN decoding d'une 325 IS, il n'y a pas de code IS. C'est un cumul d'options. Il y a une définition française et avec un code
de série limitée. C'est ce qu'on a fait pour regarder cette voiture-là. Et on a vu ce détail-là, c'est-à-dire qu'il y a le détail des options. Et en fait, ça n'existe pas en Allemagne, une IS. La mention IS n'existe pas officiellement. C'est une série limitée, il y a marqué Fabrication. Voilà. Ton allemand était meilleur tout à l'heure. Oui, c'était plus court. Moi, c'est que sous la torture. Oui, il y a une voiture que j'adore dans cette vente pour l'avoir conduite, la voiture de James. Alors qu'il n'y a pas de permis. Alors si, quasi 10 ans, et je pilote. Voilà. Très bien, ok. La Z3. Ouais. Une anecdote sur la Z3 ? Ouais, c'est que c'est marrant, c'est une voiture allemande mais fabriquée aux États-Unis, on s'y attend pas quoi. C'est vrai, c'est la première voiture allemande, BM plutôt, à être pas fabriquée en Allemagne. C'est l'usine de Spartanburg, je crois que voilà. Alors là, tu sais plus que moi, dans le Michigan sûrement. Dans le Michigan, ouais. Voilà. Et donc l'autre chose qui est intéressante sur le Z3, c'est que d'habitude les constructeurs premium haut de gamme, ils lancent leur gamme où ils commencent par vendre les trucs super chers parce que le mec qui a la nouveauté, il fait un chèque pour avoir le gros modèle. Et puis au fur et à mesure, moi, chez les Français c'est un peu pareil, on descend et on fait de plus en plus des petites séries, des petites versions. Et là le Z3, je ne sais pas pourquoi, c'est plus parce que il piquait les idées par rapport à la MX5, à la MGF, etc. Je pense que c'était ça. Et la Barchetta. Et donc ils ont lancé cette voiture-là chez BM avec un 1,8 125 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, et un 1,9 140 chevaux. En plus, 2 moteurs avec 15 chevaux d'écart. Donc là, le produit était innovant, mais par contre le lancement était étonnant. Et je rebondis juste parce que c'est assez drôle. La seule fois où Porsche a fait plus léger en faisant moins cher, c'est la 968 Club Sport CS. On en a une à la vente. Et c'est bien la seule fois et dernière fois où Porsche a dégradé et allégé son modèle pour le vendre moins cher, parce que la 968 n'avait pas des scores extra. On sait à quel point aujourd'hui les versions... C'est moins équipé, voilà, moins de trucs, et tu payes 2 fois le prix. Moins elle est équipée, plus elle est chère. Donc voilà. Bon, la Z3 de la vente, pour le coup, je crois que c'est une des dernières générations, parce que c'est un 2,8 litres. Je crois qu'il y a eu le 3 litres 2 après. 3 litres, 3 litres 2. La Z3 c'est une première génération, ouais. Mais enfin c'est la première génération, mais la deuxième phase où est arrivé le 2 litres 8. Tout à fait. 2 litres 8 qui a été remplacé par le 3 litres et après la M qui a été en 3 litres 2. Et la 2 litres 8 qui a cette spécificité d'avoir un fessier bien planté. Le wide body. Tu aimes à dire Kardashianesque. Kardashianesque, extraordinaire. Le wide body. Et le wide body et avec le pont arrière qu'il faut surveiller. Parce que si vous avez... Enfin, moi, on m'a dit que je tirais trop sur la voiture et que j'avais un peu tendance à dessouder le pont arrière quand je l'ai eu d'occasion. C'était pas le cas de Guillaume quand il l'a essayé. D'ailleurs, tu l'as essayé aussi, mais en tant que passager. Oui. Tu as fait un petit tour avec notre vendeur, Olivier. Oui. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait rapidement. Vous retrouverez la vidéo en intégralité sur notre chaîne YouTube. Mais on regarde un petit extrait tout de suite. Est-ce que tu peux me donner une anecdote qui frappe sur une de ces voitures ? Alors l'anecdote qui frappe, c'est que non, je peux pas te la donner parce que sinon je serais obligé de te tuer après. Ok, alors on va en rester là, très bien, j'accepte. D'ailleurs, ça on le sait pas, mais au début tu as confondu les Z3 et les Z8. Ouais, je sais, merci, c'est très sympa. Ouais, préciser, quand même. Parce qu'en fait on a tourné après le déjeuner et je pense que voilà, j'étais tourneboulet. Je vois pas de quoi tu parles. Une petite dernière pour terminer, une dernière anecdote. Deux petites dernières, on a parlé du Z3 de James Bond. Et puis c'est aussi, il y a 2 autres voitures qui sont dans la vente, qui sont rattachées à des histoires de cinéma. C'est une 928. C'est pas la version qu'on a à la vente, mais dans Risky Business, voilà, qui est minimal. Rebecca de Mornay, ça je m'en remets toujours pas. Je comprends, ouais. Tu as pas vu Risky Business, tu t'es pas né cette période-là, mais bon voilà. Tom Cruise dans ses meilleurs jeux. Exactement. Et puis la deuxième, c'est un 500 SL R129. Une voiture exceptionnelle. C'est dans ma liste des choses à acheter, que j'ai eu à racheter. Enfin, j'ai utilisé, que je n'ai pas possédé. C'est fantastique. On parlait d'originalité aussi. Celle-là, sans parler de tuning, elle a des jantes Carlson. Sur le fond, on peut se dire, oups, et ben finalement, je ne sais pas si les photos lui rendent justice, mais en tout cas, de vrai, on les a essayées. Franchement, ça la campe pas mal et ça la distingue. Il y en a beaucoup des 500 SL et je trouve que sa ligne avec ses jantes bien plantées, ça lui va plutôt bien. De toute façon, c'est une auto exceptionnelle. Avec c'est tout. Le bruit. Tout. 326 chevaux, tout. Voilà, je veux dire. Regarde, même Tina Turner, elle l'a mis dans un LM002, donc, pour dire. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, merci Fabrice. Merci François d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous propose de se retrouver le 8 novembre. Alors j'espère qu'on a réussi à vous donner un petit peu envie d'aller voir ce catalogue que vous retrouverez sur carpressium.com.
On vous attend aussi sur nos réseaux, sur Instagram, Carpressium by Milon, et sur YouTube, Carpressium. François, allez voir les podcasts moteurs. Allez écouter. Allez les écouter, Écoutez, surtout, allez voir, allez les allez écouter, écouter, exactement. Road Story sur toutes les plateformes d'écoute. Et Road Story. Retenez bien, alors vous trouverez évidemment les liens en description. On vous voit vite, le 8 novembre, 19h, en vidéo live. À bientôt et merci. Merci. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Zou, bisous, bisous, zou, bisous, zou, bisous. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zou, bisous, bisous.